José Ángel Campos Cantor. ¡Presente! José Ángel Navarrete González. ¡Presente! José Eduardo Bartolo Tlatempa. ¡Presente! José Luis Luna Torres. ¡Presente! Yoshivani Guerrero de la Cruz. ¡Presente! Le hemos exigido al gobierno que ya no nos mienta. ¿Por qué nos miente? ¿Por qué nos miente una y otra vez? Decimos ya basta de sus mentiras y que no queremos que el caso de Ayotzinapa lo deje en la impunidad, porque eso le apuesta a él al cansancio, al desgaste emocional, y aquí no pasó nada, dejando la impunidad como lo que pasó en el 68 en Tlatelolco el 2 de octubre. Para nosotros nos queda claro que el gobierno quiere dejar toda la impunidad y nosotros lo que queremos es la verdad, justicia. ¿Dónde están nuestros hijos? Justicia para los que lamentablemente murieron. Ya basta que el gobierno nos siga reprimiendo. Ya basta de que otra madre, otro padre sufra lágrimas de sangre en no saber cómo está su hijo. Ayotzinapa fue la gota que derramó el vaso. Ayotzinapa volteó a ver a los desaparecidos de atrás. Volteó a ver los que están desaparecidos después de Ayotzinapa. Y siguen desapareciendo. Cada joven, cada foto, son lágrimas de sangre de una madre que está preocupada por su hijo, sin saber por qué el gobierno se lo llevó detenido. Vivo, fueron los uniformados quienes se los llevaron. ¿A dónde los tienen? Quizás en los cuarteles de los militares. Nuestros hijos fueron detenidos, desaparecidos forzadamente por el mismo Estado, por el narcogobierno de Enrique Peña Nieto. Que ya basta de la impunidad, ya basta, ya se acostumbraron a matar, a reprimir estudiantes, a matar estudiantes, a desaparecerlos, a detenerlos. Es un crimen de Estado. Por eso nosotros decimos, ni perdón ni olvido. Chokani chiwi katoya Tali chapa chomo tali chokani pampani miki silsawa Lo que está pasando en el país, en México, es una crisis humanitaria parecida a una guerra declarada contra otro ejército, pero la particularidad que esta guerra pareciera contra la sociedad civil. Porque la mayor cantidad de asesinados, torturados y desaparecidos son ciudadanos comunes y corrientes que no forman parte de su guerra contra el narcotráfico. La crisis es en realidad el deterioro continuado del país que se está cayendo a pedazos a partir de la impunidad que generó la masacre de 1968, en donde no fueron encarcelados los responsables, que en aquel tiempo fue el ejército y ahora sigue siendo el ejército en muchas de las situaciones. Bueno, el proyecto que viene incluso aquí a París a exponerse en unos días documenta la desaparición de una persona, del familiar de una persona de 1969 hasta zapatos que nos llegaron de hace unos meses de este año, producto de la impunidad y la corrupción desde ese tiempo, que
a diferencia de Argentina, que sí logró encarcelar a los culpables, en México no se ha encarcelado a ninguno de los responsables de la desaparición. Entonces, para nosotros es muy importante traer Huellas de la Memoria aquí a París. Acabamos de llegar de Londres, que se está exponiendo una parte en Amnistía Internacional, está aquí. La exposición la vamos a llevar a Niza y después la vamos a llevar a Italia. Huellas de la Memoria es una ventana para nosotros. Les traemos una ventana para que puedan ver el desastre del país, ¿no? El proyecto también demuestra el rostro de la impunidad, pero también la esperanza, porque detrás de los zapatos hay personas que están luchando, los familiares que están luchando por una paz con justicia en el país. Guatemala, nous remercions beaucoup cet espace au collectif Ayotzinapa puisque notre lutte est similaire. Donc juste pour vous mettre un peu en contexte, le Guatemala depuis 2015 est en train d'avoir un processus dans lequel la justice est de plus en plus présente dans le pays, sauf qu'il y a des problèmes comme celui qui est arrivé mercredi dernier et dans lequel l'application de la justice reste incertaine. Donc du coup, mercredi dernier, 40 filles sont mortes et hier est morte une dernière elle est morte dans un hôpital aux États-Unis. Ces filles, elles habitaient dans un foyer pour mineurs au Guatemala qui avait la capacité pour 400 personnes et il y en avait 800 personnes au lieu de 400. Et les profils des jeunes filles et garçons qui étaient là, c'était des jeunes, des orphelins, des enfants qui avaient des problèmes avec la justice, des enfants qui étaient vulnérables, qui appartenaient à des pays en pauvreté ou en extrême pauvreté. Et elles ont été mises sous l'abri de l'État et l'État les a tués d'une certaine manière parce que pour la population guatémaltèque, c'est vraiment une tragédie ce qui s'est passé. Et je représente ici, je suis venue au nom de nouveaux dissidents d'exprimer notre soutien au peuple mexicain qui se bat contre les violences policières et les disparitions des 43 étudiants, mais aussi tous les autres dont ils étaient nommés. Et les nouveaux dissidents, c'est une association qui a été créée pour soutenir, mais aussi pour réunir les gens qui se battent à visage découvert, non violemment, sans aucune prétention politique, contre les injustices et les violences partout dans le monde. Et nous sommes là, nous sommes heureux de pouvoir soutenir ici, dans cette cause si difficile, devant cette tragédie si compliquée, les personnes, surtout la mère d'une des personnes disparues. Je suis ici aussi au nom de notre président Michel Elcheninov, qui est un philosophe, un écrivain, qui est à l'origine de notre association et qui n'a pas pu venir aujourd'hui, mais qui vous transmet votre soutien également. Je suis ici en tant qu'aussi une personne en soi-même, je suis bélarusse, et les violences policières, les violences de pouvoir, tout court, se passent toujours, chaque jour, partout dans le monde. Hier, c'était en Bélarus. Aujourd'hui, c'est en Russie. Des grandes manifestations, des gens qui étaient battus, des gens qui ont disparu, dont il y a certains politiciens, certains activistes, on ne sait même pas où ils sont, qu'est-ce qui leur est arrivé. Et je veux dire qu'en ce moment dans le monde, c'est un peu une tendance mondiale de pouvoir qui utilise la violence pour réprimer certaines opinions, pour réprimer, pour effacer les gens qui veulent vivre juste dans la paix et dans le bonheur normal, humain. Les gens de Ayotzinapa, c'est nos camarades politiques, mais aussi c'est nos camarades humainement, et voilà, on s'aime beaucoup, du coup on en profite pour le dire. Du coup, je vais essayer de revenir le plus vite possible sur notre histoire. Après, on sait que voilà,
chaque drame produit aussi quelque chose de politique dans comment on s'organise. Du coup, je vais juste le dire rapidement. Donc nous, on s'appelle le collectif 8 juillet, parce que le soir du 8 juillet 2009, on s'est fait tirer dessus par la police. Pour rappeler que le matin de ce jour-là, il y a eu l'expulsion d'un grand squat à Montreuil qui s'appelait La Clinique, qui était un lieu occupé politique dans la ville. Donc le soir même, on a organisé une cantine de soutien et puis on est parti vers la clinique, discuter déjà avec les gens de Montreuil pour leur dire ce qui s'était passé et puis saluer un peu le lieu dont on venait d'être expulsé. Ce soir-là, on s'est fait tirer dessus, on s'est fait tirer 6 fois, 6 balles de lanceur de balles de défense. Dans notre cas, c'était pas un LBD 40, c'était un flashball. Il y a eu 6 balles, il y a eu 6 blessés. C'est pour ça qu'on ne cesse de dire qu'il faut arrêter d'utiliser le mot bavure quand c'est aussi systématique. Il y a eu 6 blessés au-dessus des épaules. Donc clavicule, front, et une personne d'entre nous a perdu son œil, enfin a perdu un œil. À la suite de ça, et parce qu'on faisait déjà des choses politiques avant et que c'est comme ça aussi qu'on s'organise, on a voulu répondre tout de suite contre l'isolement dans lequel plonge une personne ou un groupe de personnes quand la violence frappe à ce moment-là. Et qu'en gros on a affaire très vite et à la police et à la justice, et du coup on a créé le collectif 8 juillet pour répondre vraiment à cette... pour ne pas tomber justement dans cet isolement-là. Donc ça c'était le 8 juillet 2009. Depuis ce moment-là, et on sait tous c'est quoi le temps de la justice sur des histoires d'affaires qui concernent la police, donc nous on a eu un procès en novembre 2016, donc c'est-à-dire 7 ans après, et assez rapidement on s'est dit ok, le temps judiciaire on le maîtrise pas, par contre... on maîtrise nos vies quotidiennement et du coup on va s'organiser pour que ce temps-là en fait on le mette à profit et qu'on aille presque contre eux quoi. Du coup on a malheureusement durant les années qui ont suivi, il y a eu beaucoup de personnes blessées par des LBD, soit des LBD 40, soit des flashballs. On a rencontré du coup au fur et à mesure du temps différentes personnes blessées par la police. Et puis on a rencontré aussi des familles de personnes tuées par la police ou des collectifs en soutien à des personnes tuées par la police. Je rappelle ça parce que cette jonction-là, elle existait très très peu avant, on va dire 2013-2014 et une journée contre les violences policières qui se passe tout le temps mi-mars depuis 5 ou 6 ans. Et puis en 2014, on l'a organisé à plein de collectifs très différents où à un moment donné, les gens blessés par la police et des familles de personnes tuées par la police marchaient finalement ensemble. C'est un peu dans le même élan qu'on a rencontré Ayotzinapa il y a 2 ans, à peu près au moment où le collectif s'est créé, sur la question où évidemment on ouvre la problématique des violences policières aux violences beaucoup plus larges des violences d'État. Nous on se bat contre la police mais on se bat aussi contre la justice et on a de cesse de rappeler que la police est quand même là pour protéger un ordre social auquel nous on n'appartient pas, protéger une violence capitaliste contre laquelle évidemment on est, et que du coup évidemment on conteste cette police. Enfin, ou la police si on veut même plus simplement. Ou en tout cas les liens entre les gens, ils sont très importants et ils sont surtout très logiques quoi, je sais pas comment dire, il n'y a pas de... D'ailleurs, je n'ai pas besoin de me justifier pour dire pourquoi le collectif juillet est un collectif contre les violences policières et aux côtés d'Ayotzinapa et vice versa, parce que pour nous, voilà, c'est complètement naturel, on se bat contre les mêmes choses et je pense qu'on a à peu près les mêmes buts. Et voilà, et bon courage en tout cas. C'est l'Assemblée des blessés, des familles et des collectifs contre les violences policières. Voilà, et l'Assemblée est bien représentée ici par le collectif 8 juillet qui avait initié en fait cette rencontre. Maintenant on va passer dans le dur quand même. Oui. En fait, pourquoi nous sommes avec Ayotzinapa depuis le début? C'est tout simplement parce qu'ils viennent nous alerter de quelque chose qui se passe ici. De l'autre côté du périph', il faut savoir qu'il y a des zones. Il y a des zones qui sont quadrillées par la police depuis octobre 2016, et peu de gens le savent, qui exaspèrent la population, qui sont obligés de sortir à travers des cordons de policiers, qui rentrent le soir de leur travail à travers des cordons policiers. Quand ils ouvrent leurs fenêtres, c'est des quarts de policiers. Et la population en a assez. Mais ça, on ne vous le dit pas. La population est en train d'être en colère de l'autre côté du périph'. Et maintenant, je vais vous parler de l'armement. En fait, oui, nous fournissons des armes au Mexique, au maintien de l'ordre, l'excellence française du maintien de l'ordre.
Eh ben nous on la connaît, l'excellence française du maintien de l'ordre. Cette police qui utilise le lanceur de balles de défense 40-46 qui a mutilé mon fils en octobre 2010 alors qu'il défendait vos retraites. Cette police qui a nié, qui a fait un faux procès verbal pour criminaliser mon fils. Il aurait pu aller en prison, mutilé. Il faut savoir que le lanceur de balles de défense est une arme de guerre. C'est pas nous qui le disons. C'est pas nous. C'est l'armée. Donc il faut savoir, il faut concevoir quand même qu'on tire en France. En France, c'est pour ça que je vous dis, il nous alerte à Ayotzinapa. Il tire sur nos gosses avec des armes de guerre. Et ça, on ne vous le dit pas. Il tire même sans sommation. Et encore, on vous dit, oui, mon fils avait 16 ans. Mais il ne tire pas que sur des enfants de 16 ans. Nassur avait 9 ans. Daranka avait 9 ans. Et ça, peu de gens le savent. Parce qu'on nous isole, nous, on nous criminalise. Et s'ils ne trouvent rien, on nous psychiatrise. C'est cette révolte qui est en train vraiment de nourrir notre rancœur. Et je vous remercie Ayotzinapa. Franchement, je vous remercie parce que vous nous aidez à faire comprendre ce qui se passe dans le monde entier. Et ce qui se passe dans le monde entier, c'est ce qui est en train d'arriver de l'autre côté du périph'. La dernière chose, c'est que dans nos quartiers, on voit maintenant des fusils d'assaut. Comprenez bien, ils sont en train de tirer avec des flashballs, avec des lanceurs de balles de défense, des armes de guerre. Et une nouvelle arme de guerre est venue dans nos quartiers, c'est le fusil d'assaut. Et à chaque fois qu'ils tirent au lanceur de balles de défense, ils se justifient en disant « on a paniqué face à la colère ». Ça veut dire que la prochaine fois, sachez une chose, c'est que quand ils tireront avec les fusils d'assaut, ils diront « on a paniqué ». C'est pour ça que nous demandons le retrait total des armes. Toutes les armes. Toutes ces armes, en fait, qui mutilent, qui tuent. Et qui tuent impunément. Ces camarades, je dis camarades, je ne les connaissais pas, je les ai connus après. Ces camarades, derrière cette banderole, il y avait des milliers de personnes. Il manquait encore du monde parce qu'il faut faire du chemin sur ces violences d'État, sur ce racisme d'État, sur ces chasses aux migrants. Il y avait des collectifs de sans-papiers, il y avait des familles directement concernées qui se battent depuis des années contre cette police française qui agit dans les quartiers comme des... et qui agissait dans les quartiers comme toujours, comme le rappelait à l'instant le camarade. Mais avec l'état d'urgence, avec les mouvements contre la loi travail, il y a eu des convergences. Et dimanche dernier, il y avait des milliers de personnes derrière ces banderoles où il y avait des portraits. Mais on manifestait aussi contre les violences d'État. La police, ça crève les yeux. Et quand fait la police, ça crève les yeux. Sinapa vive, la lucha sigue. Sinapa vive y vive, la lucha sigue y sigue. Sinapa vive y vive y vive, la lucha sigue y sigue y sigue. No somos todos, señores, nos faltan 43. No somos todos, señores, nos faltan 43. Este gobierno corrupto, señores, nos quiere desaparecer. Este gobierno corrupto, señores, nos quiere desaparecer. Ay de mí, llorona, 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 quiero justicia.